Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore un domaine qui touche au hasard, à l'incertitude, les probabilités. On s'appuie sur des documents plutôt introductifs, des sortes de guides pour débutants, pour essayer de démystifier un peu tout ça. L'objectif, comprendre ce qu'est une expérience dite aléatoire, et puis comment on commence à mesurer la chance qu'un truc se produise, avec des exemples simples, concrets. Ok, alors, on y va. Décortiquons ça. Qu'est-ce qui rend une situation imprévisible en fait? Les sources parlent d'expériences aléatoires. Prenons leur premier exemple, une roue de loterie. Mais attention, une roue bien équilibrée. Alors c'est quoi une expérience aléatoire? L'idée principale, c'est qu'il y a plusieurs résultats possibles, on appelle ça des issues, et surtout, on ne peut pas savoir à l'avance, avec certitude, laquelle va sortir. C'est là qu'intervient le hasard, j'imagine. L'exemple de la roue est assez parlant. 5 secteurs, numérotés de 1 à 5, tous de même taille. On lance la roue, on sait qu'elle s'arrêtera sur un numéro, mais lequel? Mystère total. Tout à fait. C'est vraiment ça, le cœur du sujet. L'imprévisibilité. On connaît l'ensemble des résultats possibles, l'univers des possibles, comme on dit parfois. Pour la roue, c'est simple. 1, 2, 3, 4, 5. Chaque numéro est une issue. Et vous avez raison d'insister sur équilibré. C'est crucial. Ça sous-entend une symétrie parfaite, quoi. Chaque secteur a la même taille, le même poids, en théorie, pour que chaque numéro ait la même chance. Ah oui, donc cet équilibre, c'est la condition sine qua non pour pouvoir parler de chance égale. Si la roue était un peu tordue ou un secteur plus grand, tout serait faussé dès le départ. Exactement. Et ce qui est fascinant ici, c'est justement cette idéalisation. En vrai, l'équilibre parfait, ça n'existe quasiment pas. Mais en posant cette hypothèse, on simplifie. Ça nous permet de poser les bases, de comprendre les principes. C'est ça qui est important au début. Et cette idée d'équilibre mène directement à la notion de probabilité égale pour chaque issue. Et voilà, le mot est lâché. Probabilité. Si je suis bien, c'est le mot pour mesurer cette chance numériquement. Pour notre roue équilibrée, 5 secteurs. La chance d'avoir le numéro 3, par exemple, c'est la même que pour le 1, le 2. On dirait intuitivement une chance sur 5. Et les documents formalisent ça. Un cinquième. C'est précisément ça. La probabilité d'obtenir 3 est 15. Pareil pour 1, c'est 15, etc. Et c'est là que ça devient intéressant, comme vous disiez. On passe d'une intuition, une petite chance, à un chiffre, 0,15, soit 0,2, 20%. Et cette situation précise, où toutes les issues de base ont la même probabilité, ça porte un nom, l'équiprobabilité. L'équiprobabilité. D'accord. C'est quand le jeu est juste, en gros. Chaque issue a la même chance de gagner. C'est une bonne image, oui. Un jeu équitable. Les exemples classiques, on les connaît un peu tous. Le dé à 6 faces, non truqué bien sûr. Chaque face, 1 chance sur 6. Probabilité, 16. Ah oui, le dé, un grand classique. Voilà. Ou la pièce de monnaie, non biaisée. Pile, 1 demi, face, 1 demi. On peut aussi prendre un jeu de 52 cartes, bien mélangé. Chaque carte a une proba de 1,52. Ou tirer une boule dans une urne, si elles sont toutes pareilles au toucher. D'accord. Ces exemples sont un peu idéaux, mais j'imagine que c'est pour bien poser les bases du calcul I. Justement, le calcul. Un autre exemple des documents. Une urne avec 7 boules. Chaque boule porte une lettre unique du mot hamster, H-A-M-S-T-E-R. On tire une boule au hasard. Les issues possibles ici, ce sont les lettres, donc. Exactement. Les issues, c'est H-A-M-S-T-E-R. Puisque chaque lettre est unique, ça fait 7 issues distinctes. Et comme on dit au hasard et que les lettres sont uniques, on suppose que les boules sont identiques au toucher. On est encore en équiprobabilité, c'est ça? Chaque lettre a la même chance. Tout à fait. L'hypothèse, c'est l'équiprobabilité du tirage. Alors, comment on calcule la probabilité de tirer, disons, H? Dans ce cas simple d'équiprobabilité, on compte combien de cas favorables, combien de boules à H? Une seule. Et combien de cas possibles au total? 7 boules. Donc la probabilité de tirer H, c'est 1 sur 7. 17. Logique. Et du coup, c'est pareil pour toutes les autres lettres. P de A égale un 17, P de M égale un 17. Exactement. Comme chaque lettre est unique, la probabilité est 1,17 pour chacune. C'est ça la facilité de l'équiprobabilité au début. On compte les cas qui nous intéressent, on divise par le total. Ok, c'est clair.
Autre chose qui ressort, c'est une règle sur la valeur d'une probabilité. On nous dit que c'est toujours un nombre entre 0 et 1, inclusivement. 0 et 1 compris. Ça peut paraître un peu abstrait. Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Pourquoi cette règle? C'est une convention, mais elle est très logique. 0 et 1, ce sont les bornes de la certitude. Une probabilité de 0, ça veut dire impossible. Ça n'arrivera jamais. Dans l'urne hamster, la probabilité de tirer un Z, 0, il n'y a pas de Z. À l'inverse, une probabilité de 1, c'est certain. Ça va arriver, c'est sûr. La probabilité de tirer une lettre de l'alphabet latin, 1, elles y sont toutes. Ah, d'accord. Donc 0 égale aucune chance, 1 égale certitude absolue. Et entre les deux, c'est toute la gamme de l'incertitude. Une proba de 0,5, comme pour pile ou face, c'est autant de chances que ça arrive que ça n'arrive pas. Plus on est proche de 1, plus c'est probable. Proche de 0, moins c'est probable. C'est ça l'idée? C'est exactement ça. Cette échelle de 0 à 1, ça permet de comparer les chances, même pour des trucs différents. C'est une mesure standard. Et il y a l'autre règle qui va avec, très importante aussi, la somme des probabilités de toutes les issues possibles, ça fait toujours 1. Ah oui. Donc, si on additionne les chances de tout ce qui peut arriver, on arrive forcément à 1, la certitude que quelque chose va arriver. Vérifions avec hamster. 7 lettres, chacune avec proba 17. Si on additionne 17 plus 17, 7 fois. Ça fait 77. Donc, 1. Oui, ça marche. Eh oui, c'est logique. Reprenez le dé. 6 issues, chacune, 1 sixième. La somme, 6 fois 1 sixième, ça fait 1. La pièce, pile 1 demi plus face 1 demi, égale 1. En fait, cette règle, c'est un peu une garantie. Ça garantit qu'on a bien listé toutes les possibilités, que notre calcul couvre 100% des cas. Si la somme fait pas 1, il y a une erreur quelque part. C'est très clair. On a un cadre bien défini alors. Si on résume un peu, on a l'expérience aléatoire, résultat incertain, les issues, résultat possible, la probabilité, mesure de la chance entre 0 et 1, le cas simple de l'équiprobabilité, même chance partout, le calcul facile, cas favorable, cas total, et les deux règles entre 0 et 1, et la somme fait 1. Bon, maintenant qu'on a posé ces bases, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est la portée de ces idées simples? Ah mais la portée est énorme, même si les exemples sont, basiques. Ces concepts, c'est le langage pour parler du hasard de façon rationnelle, quantitative. Ces modèles simplifiés, la roue parfaite, le dé idéal, Hamster, c'est pour construire l'intuition, maîtriser les premières règles. C'est la fondation pour ensuite aborder des choses plus complexes, plus réalistes. 50-50 ou une chance sur n? Exactement. Les introductions insistent sur l'équiprobable parce que c'est plus simple au début. Mais c'est un cas particulier. La plupart des phénomènes intéressants ne sont pas équiprobables. La fiabilité d'un appareil, la bourse, les chances dépendent de plein de facteurs. Mais comprendre l'équiprobabilité, ça donne les outils pour aborder ces cas-là. Ça pose la question suivante souvent, comment on fait quand les chances sont pas égales? Comment on les estime? D'accord. Donc le message principal de cette première approche, c'est que même face au hasard, on a des outils. Les probas, c'est une structure logique, un langage pour analyser l'incertitude. Et ça commence avec ces bases simples. C'est tout à fait ça. Des fondations solides. Et pour aller juste un tout petit peu plus loin, une piste de réflexion. On a beaucoup parlé d'équilibre parfait, d'éléments uniques, comme dans Hamster. Mais si c'est pas le cas, imaginez une roue un peu faussée. Le secteur 5 est un chouïa plus grand. Est-ce que la probabilité d'avoir 5 serait toujours un quart? Intuitivement, non. Non, elle serait un peu plus grande, j'imagine. Mais comment on calculerait ça alors? On pourrait plus juste faire 1 divisé par 5? Non. Il faudrait une autre approche. Peut-être observer la roue longtemps, voir combien de fois le 5 sort, c'est ce qu'on appelle l'approche fréquentiste, ou alors modéliser le déséquilibre lui-même. Autre exemple, si l'urne contient les lettres de banane, B-A-N-A-N-E, 6 lettres en tout, mais seulement B-A-N-E comme lettre distincte. Et surtout, il y a 2 A et 2 N. Si on tire une boule, la proba de tirer A, c'est la même que B. Ben non, il y a 2 A contre un seul B sur 6 boules au total. Donc 2 chances sur 6 pour A, soit 1 tiers, et 1 chance sur 6 pour B. Exactement. Vous venez d'adapter le calcul. Vous comptez les boules favorables, 2 pour A, sur le total de boules, 6. L'équiprobabilité ne s'applique plus au type de lettres, mais elle s'applique encore aux boules individuelles, si elles sont identiques au toucher.
Cet exemple de banane, ça montre bien comment on doit ajuster le raisonnement dès qu'on sort du cas simple. C'est une invitation à voir ces bases non pas comme une fin, mais comme un tremplin vers une compréhension plus fine du monde aléatoire.